Bonjour, ici nous allons aborder les documents formels en forme administrative. En d'autres termes, nous allons parler ici de ce qu'on appelle les documents officiels ou bien les documents utilisés en administration. Et nous allons d'abord commencer par ce qu'on appelle les documents administratifs. Donc, ici, bon, nous allons parler de deux catégories ici de documents. D'abord les documents administratifs et ensuite également on va parler plus tard des documents commerciaux. Donc la lettre administrative. La lettre administrative, en fait, c'est un document administratif qui est utilisé en administration. Et souvent aussi, c'est un document donc, qui prend une forme formelle. Ça rentre dans ce qu'on appelle la communication formelle. Et ici, donc, c'est une lettre qui respecte des normes établies et également une forme, également une structure. Et aussi donc le contenu également doit être arrangé, organisé en fonction de certaines normes qui sont établies. Donc c'est pour cela que donc, ici le premier élément dont on va parler, c'est le contenu de la lettre administrative. Les lettres administratives sont utilisées la plupart du temps dans les échanges et également les correspondances administratives, c'est-à-dire donc ce sont les structures administratives, les administrations comme on les appelle plus souvent. Donc ce sont les administrations qui utilisent ces documents-là pour échanger entre elles, n'est-ce pas? Et donc elles doivent respecter, ces lettres-là doivent respecter certaines normes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parmi les éléments qu'on retrouve ici dans le contenu, il y a justement ce qu'on appelle le timbre. Il y a justement ce qu'on appelle le timbre. Et ici, il faut faire attention, on ne parle pas de timbre fiscal, hein, les timbres fiscaux là, les timbres fiscaux du moins, c'est-à-dire les timbres qu'on met dans les enveloppes là, hein, que souvent quand on envoie une lettre quelque part, bon, on parle pas de ça, mais ici en fait le timbre, c'est un élément qui figure dans la lettre, hein, et ça figure dans l'angle supérieur gauche du document. C'est ça qu'on appelle le timbre. Donc c'est l'élément qu'on trouve en haut à gauche, hein, du document. Et son objectif c'est quoi? C'est quelque chose qui permet d'identifier l'administration dont émane le document. C'est-à-dire que donc le timbre, il permet d'identifier ce qu'on appelle l'émetteur, hein. Vous savez qu'en communication on a l'émetteur et le récepteur, n'est-ce pas? Voilà, justement donc le timbre, il permet d'identifier l'émetteur. C'est-à-dire il permet de savoir d'où vient la lettre, hein, hein. Donc le timbre permet de savoir le lieu de provenance, ou en tout cas donc l'administration d'où provient la lettre, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on appelle le timbre. Et ici vous avez un exemple. Ici vous avez un exemple de timbre, hein, comme ici vous le voyez. Académie d'Orléans-Tours, rectorat, division du département, 21 rue Saint-Étienne, 4503, Orléans CEDEX, téléphone 38 79 38 79. Voilà, comme vous le voyez, ça c'est un exemple, hein, n'est-ce pas? Dans une lettre également, dans le contenu d'une lettre également, d'une lettre administrative, on retrouve également ce qu'on appelle le lieu d'origine et la date. Donc ces éléments-là, le lieu d'origine et la date, figurent dans l'angle supérieur droit, hein, ça figure dans l'angle supérieur droit. Et ici vous avez un petit exemple, Orléans, virgule, le 12 octobre 1993. On pouvait également mettre ici Dakar, virgule, le 30 mai 2021. Exemple, hein, par exemple, hein, donc c'est ce qu'on appelle le lieu d'origine et la date. Il va y avoir également la souscription. La souscription figure sous le lieu et la date. Donc la souscription, on le retrouve en dessous du lieu et de la date. Et ici vous avez un petit exemple, hein. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Cher, à monsieur le principal du collège Anatole France. Et ici vous voyez que bien on a l'émetteur ici qui est l'inspecteur d'académie, et également ici en bas, toujours dans la souscription, hein, on a aussi ici le destinataire, n'est-ce pas? Et donc tout ça c'est dans la souscription, n'est-ce pas?
Toujours également, dans le contenu, on a ce qu'on appelle la mention affaire suivie par. La mention affaire suivie par. Donc ça aussi c'est une mention qu'on retrouve dans la lettre administrative. En fait, cette mention, ça permet au correspondant de connaître son interlocuteur. C'est-à-dire, donc, ça permet de savoir qui est la personne qui va suivre le courrier. Vous savez que donc, par exemple, un courrier qui traite d'un sujet, d'une affaire, peut avoir plusieurs lettres. Hein. Une affaire, par exemple, peut avoir plusieurs lettres. Exemple, je veux une autorisation. Pour fabriquer des produits et les commercialiser dans le marché. Donc, donc j'écris une lettre au niveau de la Chambre des commerces ou bien du ministère du commerce. Ils me répondent. Ils me répondent et ils me demandent par exemple des compléments de documents. Donc je dois encore retourner encore. Et ensuite, ils me retournent encore une fois hein, l'agrément définitif. Vous voyez, donc là au moins on a eu 4 lettres rien que pour la même chose. Vous voyez, donc pour que cela puisse être suivi correctement et que également qu'on puisse savoir que toutes ces 4 lettres là parlent de la même chose, de la même affaire. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un de chaque côté. Hein, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va suivre cette affaire là. Donc c'est ça qu'on appelle ici la mention affaire suivie par. Donc la personne qui suit cette affaire là au niveau des deux parties, hein, aussi bien au niveau de l'entreprise, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau du ministère du commerce, il va y avoir des personnes qui vont suivre l'affaire là. À chaque fois quand on envoie une lettre, c'est cette personne là qui va s'occuper de ça. Et à chaque fois également que l'autre partie répond, c'est la personne qui suit l'affaire qui va s'en charger. Donc voilà, ce qu'on appelle. Bon, ça peut être aussi une personne, ça peut être également un service, hein, également. Ça peut être aussi un service, n'est-ce pas? Par exemple, le service marketing ou bien le service commercial. Voilà. Donc le service commercial ou bien le service marketing ou bien le service de la communication. En tout cas, donc, il faut ici quelqu'un ou bien un service qui va suivre l'affaire, hein, Et ici, cela est précisé. Le service qui suit l'affaire ou bien la personne qui suit l'affaire, donc sera mentionné ici dans la partie affaire suivie par. Donc on va mettre affaire suivie par 2 points et on va mettre le nom de la personne ou bien le service qui suit l'affaire. Hein. Voilà, donc cette mention affaire suivie par va figurer sous le timbre. Également, et aussi bien sûr, dans cette partie-là aussi, il faut toujours mettre un numéro. Le numéro de poste et le numéro d'enregistrement. Donc la lettre doit toujours être numérotée, hein, doit avoir un numéro. Toujours dans le contenu aussi, on a l'objet. L'objet est un élément qui va figurer à gauche, en dessous de la souscription. En dessous de la souscription, également en dessous de affaire suivie par, on va avoir l'objet, n'est-ce pas? L'objet c'est l'objet de la lettre, hein, donc c'est donc c'est le sujet, hein, qui est traité dans la lettre, n'est-ce pas? Ici vous avez un exemple, réunion de préparation de la rentrée 1994. Voilà, ici par exemple vous avez un exemple d'objet, hein, donc objet 2 points, réunion de préparation de la rentrée 1994 par exemple. La référence est également un élément qu'on va placer sous l'objet. Et la référence, c'est un élément qui rappelle les documents antérieurs. Comme on l'a dit, hein, une même affaire peut être l'objet de plusieurs lettres, hein, comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Nous, par exemple, on est une entreprise qui vend des boissons non alcoolisées. Donc, nous écrivons une lettre au niveau du ministère du Commerce pour demander l'autorisation. Et eux, ils nous écrivent encore pour demander des compléments de dossier. Nous répondons encore, nous écrivons encore une lettre pour compléter les dossiers là, pour les compléments de dossier. Et maintenant, enfin, le ministère du Commerce nous écrit encore maintenant une lettre pour nous accorder l'autorisation. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, on a au moins 4 lettres qui traitent de la même affaire. Donc voilà. Donc c'est pour cela donc il faut qu'il y ait une référence. La référence, ça va rappeler
les documents antérieurs, c'est-à-dire les lettres antérieures auxquelles se rapporte le rédacteur. Ou bien par exemple si on veut faire référence à d'autres lettres qui ont précédé et dont on veut faire référence ici dans la lettre qu'on est en train de rédiger. Voilà, par exemple ici vous avez un petit exemple. Exemple, votre lettre ART numéro 16 du 15 septembre 1993 par exemple. Voilà. Pour dire que nous vous renvoyons à cette lettre-là, nous faisons référence à cette lettre-là, ici dans le document qui est en cours, qu'on est en train de rédiger. On peut également trouver dans une lettre les pièces jointes. Les pièces jointes également, ce sont des documents, des compléments de documents, des documents donc, qui accompagnent la lettre. Ce sont c'est pas des compléments, mais c'est des documents qui accompagnent la lettre, n'est-ce pas? Et aussi donc qui peuvent venir appuyer la lettre, ou bien peut-être c'est aussi des documents qu'on peut joindre à la lettre sur la demande de notre interlocuteur, n'est-ce pas? Comme par exemple, la plupart du temps, vous savez que quand vous postulez à une offre d'emploi, on vous demande de mettre en pièce jointe votre lettre et votre CV et votre lettre de motivation, par exemple. Donc c'est ça qu'on appelle les pièces jointes. Et aussi également on a la signature. La signature aussi c'est un élément qui est trouvé en bas. Souvent même c'est à la fin, dans la dernière partie souvent. Et ici on peut avoir plusieurs types de signatures. On a par exemple ce qu'on appelle la signature par délégation. Si par exemple la personne qui est autorisée n'est pas disponible, la personne qui est autorisée à signer le document n'est pas disponible, elle peut déléguer sa signature. C'est ce qu'on appelle la signature par délégation. Et donc là, pour utiliser cette signature-là, c'est comme ça qu'il faut faire, comme ici. Comme dans cet exemple, on a dit, pour le recteur, comme ici, pour le recteur et par délégation, vous voyez, on mentionne bien la délégation. Pour le recteur et par délégation, le secrétaire général de l'académie, Monsieur Sek, ou bien Monsieur Diop, ou bien Monsieur Ndiaye. Voilà, et on met ici le nom. Donc c'est ça qu'on appelle la signature par délégation. On peut aussi avoir la signature par autorisation. La signature par autorisation est également une autre façon de signer un document. Mais ici, le pouvoir est donné à une personne de signer une catégorie de lettres relevant de son service. C'est-à-dire que donc ici, on donne la signature par autorisation à une personne qui travaille dans un service. Par exemple, le directeur commercial, il n'est pas là, il donne à son adjoint l'autorisation de signer les documents à sa place. Voilà, donc ils sont dans le même service, dans la même division. Comme ici, par exemple, comme vous le voyez ici dans cet exemple. Pour le recteur et par autorisation, le chef de la division du personnel, par exemple. Le chef de la division du personnel, Monsieur Y. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Et enfin, donc aussi, on peut avoir la signature pour ordre. La signature pour ordre également est utilisée par le fonctionnaire qui signe à la place de son chef direct. Son chef qui est momentanément ou bien qui est empêché ou bien absent. Qui est empêché ou bien absent. Voilà, là aussi, on va mettre, comme tout à l'heure, pour le chef de service et pour ordre. Et voilà, on va mettre sa fonction et on va signer. On a ici également, enfin, donc ça c'est ce qu'on appelle le contenu. Donc le contenu, ce sont ces éléments-là qu'on trouve dans le contenu d'une lettre formelle. Ici maintenant on va parler rapidement de la lettre en forme personnelle. Ça veut dire que donc ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la lettre formelle. Mais maintenant, dans une lettre personnelle, il va y avoir des éléments qu'on ne va pas retrouver dans une lettre formelle, ou bien il y a des éléments qu'on retrouve dans une lettre formelle qu'on ne va pas retrouver dans une lettre personnelle. La lettre personnelle, c'est une lettre qui nous engage directement, qui nous concerne directement. Et aussi, c'est une lettre qui est destinée à une personne qui ne travaille pas dans une administration. Ou en tout cas, donc, ça n'a pas le caractère officiel, Ça n'a pas le caractère officiel de la lettre administrative. Donc c'est une lettre qui est un peu personnelle. Donc voilà. Et ici dans une lettre personnelle,
Dans une lettre personnelle, il va y avoir le timbre, comme on l'avait vu tout à l'heure. Il va y avoir également le lieu d'origine et la date. Et aussi peut-être également le numéro d'enregistrement. Mais dans une lettre personnelle, on peut ne pas mettre l'objet, on peut également ne pas mettre les références. Voilà, donc ça c'est des petites différences entre la lettre personnelle et la lettre formelle. Voilà, maintenant comment est organisée la lettre administrative? La lettre administrative est organisée de la façon suivante. Il faut d'abord, la plupart du temps, donc utiliser ce qu'on appelle le format A4. Donc la lettre administrative est souvent rédigée dans un document de format A4. Hein, le format A4, hein, c'est ce qui est utilisé. Et également maintenant, le papier, le document, il faut essayer de l'organiser de la façon suivante. C'est-à-dire, on doit avoir deux parties essentiellement, ce qu'on appelle l'entête et ensuite maintenant le corps. Donc il faut avoir l'entête et le corps. Dans l'entête, on va réserver les 1/4 supérieurs de la page. Et maintenant le corps va occuper la moitié centrale de la page. Donc c'est comme ça qu'il faut organiser une lettre. Et maintenant en bas, en bas du document, là-bas aussi on va avoir la signature. Et la signature va occuper les 1/4 restants. Hein, les 1/4 restants. Donc regardez bien, ici si vous avez 1/4 pour l'entête, 1/4 pour la signature, c'est-à-dire la partie d'en bas qui va se trouver en bas, hein, la signature. Donc le corps de la lettre va occuper les 2/4, les 2/4 donc du milieu, les 2/4 centrales. Donc c'est comme ça qu'il faut organiser la lettre administrative. Voilà, pour que vous voyez plus clair, ici vous avez un exemple. Ici vous avez un petit exemple d'une lettre administrative. Voilà, donc c'est comme ça qu'une lettre doit être organisée, une lettre administrative. Et comme je vous ai dit, ici vous avez en haut, ici vous avez 1/4 pour l'entête, n'est-ce pas? Ici donc à droite vous avez 1/4 pour l'entête. En bas ici vous avez les 1/4 occupés par la signature. Et ici au milieu vous avez le corps de la lettre, donc c'est les 2/4. Donc, ou bien si vous voulez un demi, hein, un demi de la page. Donc c'est comme ça qu'il faut organiser ça. Et maintenant comme on l'a dit tout à l'heure, ici ici vous avez vu, on a mis nom de l'administration ou du service public et également l'adresse. Donc ça c'est le timbre. Ici à droite vous avez le lieu et la date. Ici vous avez la souscription, c'est là où il y a le destinataire. Ensuite également vous avez la référence du dossier, également les contacts, l'objet et ensuite maintenant la formule d'appel. Et ici le corps, vous avez le corps ici. Et enfin également vous avez ici en bas la signature avec éventuellement les pièces jointes, etc. Donc voilà, donc c'est comme ça que on doit organiser la lettre administrative. Voilà, donc si vous voulez avoir le modèle, je pense que je vous avais dit ça, vous pouvez m'écrire pour avoir le support du cours, ou bien donc mettre ça en commentaire, demander ça en commentaire, comme ça je pourrais vous envoyer ça. Plus souvent pour acheminer des pièces d'un service administratif à un autre. Par exemple, on veut transférer des pièces, hein, des documents, ou bien en tout cas des pièces, que ce soit peut-être des documents, je ne sais pas, je ne sais pas quoi, des éléments, hein, d'un service administratif vers un autre service administratif. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un bordereau. Et donc ainsi, ce document va servir de justificatif. Hein, ça va servir de justificatif, n'est-ce pas? Et également, donc surtout donc quand ça n'implique pas des commentaires, c'est-à-dire que donc ici on a juste besoin de transférer des pièces d'un service administratif vers un autre service administratif. Là on va accompagner ça d'un bordereau. Donc c'est quoi plus précisément un bordereau? Un bordereau, c'est un document administratif, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un document administratif qui va avoir les mentions habituelles d'une lettre administrative, qui va avoir les mentions habituelles d'une lettre administrative, comme on l'a vu
comme on l'a vu dans la vidéo précédente, n'est-ce pas? Et ici, on va y avoir trois colonnes, hein. Donc le document va avoir trois colonnes, hein. Le document va être organisé en trois colonnes. On va avoir une première colonne où on va mettre l'indication du nombre de pièces qui va être déplacée. On va également une colonne qui sera réservée à la désignation des pièces. Ici on va donc un peu s'attarder sur les détails, et enfin donc on va avoir une troisième colonne pour les observations. Donc c'est ça qu'on appelle un bordereau. Donc c'est comme un document administratif, comme avec la forme qu'on avait vue précédemment dans la présentation du document administratif, mais sauf que cette fois-ci le document sera divisé en trois colonnes, et comme on l'a dit, donc chaque colonne va avoir une utilisation bien particulière. Comment utiliser le bordereau? Le bordereau est utilisé pour plusieurs choses. Le bordereau peut être utilisé par exemple ici lorsque l'on transmet plusieurs pièces, n'est-ce pas? Et ici on va avoir deux bordereaux, n'est-ce pas? On va avoir deux bordereaux. L'un sera conservé par l'expéditeur, et maintenant l'autre bordereau sera donc transmis en même temps que les pièces, n'est-ce pas? Et donc le bordereau, en tout cas le doublon du bordereau, ça va être conservé par l'expéditeur, c'est-à-dire le service qui transmet les pièces à l'autre service, et ça va servir de trace, hein, de justificatif, hein, ça va servir de justificatif. Donc le bordereau sert de justificatif, hein, premièrement. Le bordereau aussi peut être utilisé en cas de convoi, en cas d'envoi conjoint, c'est-à-dire que donc moi, mon service envoie des pièces à l'autre service également nous envoie des pièces, n'est-ce pas? Et ainsi donc, pour éviter les confusions, le bordereau peut aider à bien détailler les éléments envoyés. Le bordereau aussi est utilisé lorsque la pièce transmise est un original. Donc ici, lorsque la pièce qui est transmise est un original, là aussi le bordereau peut permettre de le préciser, n'est-ce pas? Et comme on a dit tout à l'heure, nous avions dit que le bordereau va avoir trois colonnes. Dans la colonne observation ici, on va mettre par exemple copie A, la mention copie A, qui va permettre d'indiquer la liste des destinataires, ou bien par exemple la mention pour attribution. Et ici l'expéditeur va essayer de se dessaisir définitivement des pièces, hein. Et là maintenant c'est le destinataire qui doit statuer sur l'affaire, c'est-à-dire qu'il doit prendre la décision finale sur l'affaire. Si par exemple il va récupérer les pièces et les garder ou non, par exemple, n'est-ce pas? Pour information, par exemple, on peut également avoir la mention pour information, et ici le destinataire n'a pas à intervenir, mais il peut conserver pour son information les pièces qui lui sont transmises. On peut également avoir la mention à toute fin utile. Ici, quand on a cette mention, le destinataire est libre de donner suite ou non à l'affaire. On peut aussi avoir la mention en communication. Donc dans ce cas, le destinataire doit renvoyer le document à l'expéditeur après en avoir connaissance, après en avoir pris connaissance. Voilà, donc ça c'est... Voilà, les formules ne sont pas finies, hein. On peut avoir également par exemple la mention pour suite à donner. Dans ce cas, le destinataire est obligé de donner une suite, mais il n'est pas obligé de rendre compte. On peut aussi avoir la mention pour avis, hein. C'est une mention où le destinataire doit donner un avis motivé sur l'affaire. Pour signature ou bien pour visa, donc là on doit signer ou bien on doit déposer apposer son visa. Pour élément de réponse aussi, donc là aussi on doit donc rédiger une note, n'est-ce pas, ou bien une lettre afin de répondre, n'est-ce pas? Et également pour élément de réponse, là le destinataire devra donc donner une réponse à la par rapport aux pièces qui lui sont remises.
Voilà, donc ça c'est le bordereau. Donc en tout cas, donc, si je résume, il faut retenir que donc tout simplement que le bordereau c'est une lettre administrative, c'est un document administratif qui est utilisé pour envoyer des pièces d'un service à un autre service. Et donc il peut être très utile, hein, parce qu'il permet d'avoir des pièces justificatives, des preuves, hein, n'est-ce pas? Et aussi également il peut permettre d'avoir des informations détaillées sur les pièces qui sont envoyées, et aussi par exemple de préciser la nature de la pièce qui est envoyée, n'est-ce pas? La circulaire également, c'est un autre document administratif qui est utilisé en administration, mais cette fois-ci donc c'est un document qui peut être adressé à une personne ou bien plusieurs personnes. Donc c'est pour cela ici d'ailleurs même on a le mot ici circuler, hein, donc le mot circuler, c'est-à-dire donc c'est un document qui permet de faire circuler une information, hein, un document qui permet de faire circuler une information. Donc c'est une lettre qui permet de faire circuler une information. Quand même, donc le document a quelques spécificités, donc les spécificités de la circulaire. Parmi les spécificités de la circulaire, c'est que donc le texte doit s'adresser à la fois à tous et à chacun, c'est-à-dire que c'est un document, c'est une lettre qui est destinée à plusieurs personnes, mais le contenu doit être personnalisé, c'est-à-dire la forme, hein, l'information est pour tout le monde, mais le contenu est spécifié, hein, donc le contenu est personnalisé pour chaque destinataire, hein, le contenu est personnalisé pour chaque destinataire. Donc c'est ça qu'on appelle la circulaire, n'est-ce pas? On peut également avoir ce qu'on appelle la note administrative. La note administrative également, c'est un document administratif utilisé en interne dans les administrations, n'est-ce pas? Et ici l'objectif c'est quoi? C'est un document qui permet de traiter d'une affaire courante, hein? C'est un document qui permet de traiter d'une affaire donc c'est un document qui permet de traiter d'une affaire courante, hein, n'est-ce pas? Donc ici la note administrative est destinée à un supérieur hiérarchique. Elle peut également être destinée à un autre service, par exemple pour résumer des dossiers, ou bien par exemple pour résumer des documents, n'est-ce pas? Elle peut également être adressée à un subordonné pour donner par exemple des indications sur un travail réalisé. Voilà, donc ça c'est différentes façons d'utiliser la note d'information. Donc la note d'information peut être adressée à un supérieur hiérarchique ou bien à un autre service pour par exemple résumer un dossier, ou bien pour résumer des documents, ou bien en tout cas pour apporter pour faire le point sur une question, hein. Ou bien donc elle peut être adressée également à un subordonné pour donner des indications sur un travail à accomplir, un travail à réaliser. Donc c'est ça qu'on appelle la note d'information. Il faut quand même savoir que donc la note d'information a la particularité d'être brève et concise, hein. Elle doit être brève et concise, hein. Voilà, donc parce que donc son objectif c'est quand même de gagner du temps, hein. Et aussi elle doit être une note assez synthétique, hein. Donc c'est une note assez synthétique. Il faut noter aussi qu'il y a plusieurs types de notes. On a ce qu'on appelle la note de service, la note d'information, hein. Donc la note de service c'est quoi? C'est une note d'information, mais qui permet de transmettre des ordres, hein. Donc c'est ça qu'on appelle la note de service. Donc c'est une note d'information qui permet de transmettre des ordres ou bien des instructions. Ça veut dire que donc c'est un document qui est souvent rédigé par la hiérarchie et qui va vers les subordonnés. Donc ça c'est une forme, c'est ça qu'on appelle la communication verticale A, hein, la communication verticale A. Donc c'est quand l'information vient de la hiérarchie vers les subordonnés, vers le niveau inférieur.
Donc voilà. Donc c'est ça qu'on appelle la note de service. Mais aussi on peut avoir la note d'information. La note d'information, elle permet de transmettre des informations au sein de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc elle permet d'échanger de façon générale, des informations au sein de l'entreprise. Donc son objectif c'est justement d'informer. Il est purement informatif. Il est différent. Excusez-moi, je disais depuis tout à l'heure il. Donc la note d'information est purement informative, alors que la note de service permet de donner des ordres ou bien des instructions, n'est-ce pas? On peut aussi, exemple, avoir ce qu'on appelle la note explicative, qui permet de donner des explications, la note impérative qui permet de faire un constat, et enfin la note de synthèse qui permet de faire la synthèse sur un sujet, n'est-ce pas? Le compte rendu également, c'est un document administratif qui est même très courant, qu'on utilise très couramment. Le compte rendu, c'est quoi? Le compte rendu, c'est un document écrit qui permet de décrire des faits écoulés. C'est ça qu'on appelle le compte rendu. Donc le compte rendu, c'est un document écrit qui permet de décrire des faits écoulés. La plupart du temps, on rédige un compte rendu, par exemple, après une réunion, après une assemblée générale, en tout cas après quelque chose, donc après souvent un événement, on rédige un compte rendu. Donc il est très utilisé dans les entreprises. Donc le compte rendu est très utilisé il est couramment utilisé dans les entreprises. Donc il permet de rendre compte de quelque chose, d'un événement, ou bien en tout cas donc de quelque chose. Maintenant il faut savoir que ici le compte rendu il peut être de plusieurs natures. On peut avoir par exemple ce qu'on appelle un compte rendu exhaustif. Comme vous le voyez ici, on peut avoir ce qu'on appelle un compte rendu exhaustif. Un compte rendu exhaustif, c'est un compte rendu qui donne les détails de tout ce qui s'est passé, qui explique tout ce qui s'est passé en détail. C'est ça qu'on appelle un compte rendu exhaustif. Par exemple, il y a eu une réunion, on rédige un compte rendu où on explique tout ce qui s'est passé de A à Z. Donc c'est ça qu'on appelle un compte rendu exhaustif. On peut aussi avoir un compte rendu sélectif. Le compte rendu sélectif, lui, il permet de sélectionner les informations essentielles d'un événement. Donc il permet de sélectionner les éléments les plus importants, ou bien les faits les plus importants, ou en tout cas donc les informations les plus importantes d'un événement donné. Donc c'est ça qu'on appelle le compte rendu sélectif. Ici on choisit quoi, on sélectionne. Toujours avec le compte rendu, on peut avoir ce qu'on appelle, pour rédiger un compte rendu, on peut adopter ce qu'on appelle un plan chronologique ou bien un plan thématique. Quand on rédige un compte rendu avec un plan chronologique, là on va raconter ce qui s'est passé en tenant compte du temps, c'est-à-dire de l'ordre dans lequel les choses se sont passées, les événements se sont passés. Par exemple, on va dire à 8h il s'est passé ceci, à 9h il s'est passé cela, à 10h il s'est passé cela. Voilà, on raconte l'événement en fait de façon chronologique, en fonction de l'ordre dans lequel les événements se sont déroulés, se sont passés. Donc ouais. D'abord c'est le directeur qui a parlé, ensuite la secrétaire, ensuite le responsable, ensuite. Voilà, on explique les choses de façon chronologique. Mais aussi également on peut rédiger un compte rendu thématique, c'est-à-dire que cette fois-ci on va rédiger le compte rendu en fonction des thématiques, c'est-à-dire en fonction des sujets qui ont été abordés, Donc ça aussi c'est une façon de rédiger un compte rendu. On a aussi le rapport également qui est un document administratif qui est très utilisé dans les organisations. Le rapport c'est quoi? Le rapport c'est une façon de rendre compte à une autorité responsable d'une question importante en lui proposant bien sûr des solutions. C'est ça qu'on appelle un rapport. Donc un rapport c'est un document qui permet de rendre compte à une autorité d'un sujet
mais on ne fait pas que rendre compte, hein. C'est pas comme le compte rendu, quoi. Ici, non seulement on rend compte, mais également on va proposer des solutions, hein. Donc, voyez, donc c'est ici la différence capitale entre le compte rendu et le rapport. Dans le rapport, on essaie d'apporter des solutions, on essaie de proposer des solutions, n'est-ce pas? Voilà, un rapport également, donc, va avoir essentiellement trois parties. Dans un rapport, essentiellement, on va avoir trois parties. Nous avons une introduction, nous avons un développement et nous avons une conclusion. Donc c'est comme ça qu'on présente un rapport. Maintenant, quels sont les types de rapports? Il y en a plusieurs, hein. On peut avoir plusieurs types de rapports. On peut par exemple avoir ce qu'on appelle les rapports d'activité, qui permet de rendre compte d'une activité. On peut également par exemple avoir un rapport d'opportunité, hein, par exemple pour présenter une opportunité qui se présente. Un rapport de stage. Après avoir par exemple fait un stage, on peut également rédiger un rapport. D'ailleurs même c'est un document même qui est demandé très souvent aux étudiants. Après avoir fait des stages par exemple, les étudiants on leur demande de rédiger des rapports de stage. On peut également par exemple avoir des rapports d'évaluation, hein, après avoir évalué par exemple voilà, d'évaluation pédagogique, ou bien des rapports d'inspection, ou bien par exemple des rapports de jury. Voilà, donc tout ça c'est des types de rapports qu'on peut rencontrer. Donc pour rédiger un bon rapport, il y a des qualités à avoir. C'est premièrement, il faut essayer d'être objectif être objectif le plus possible, c'est-à-dire s'intéresser aux faits réels, hein, qui se sont ne pas mettre du subjectivisme, mais être objectif, hein, aller à l'essentiel, aux événements, aux faits, n'est-ce pas? Et surtout également donner des informations vérifiées, des informations avérées, exactes, hein, n'est-ce pas? Mais aussi essayer d'être le plus complet possible, hein. Quand on rédige un rapport, il faut essayer de traiter les choses de manière complète. Et enfin également aussi apprendre à être synthétique, c'est-à-dire ne pas essayer de tout raconter, mais essayer de synthétiser un peu. Toujours dans les documents administratifs, on a ce qu'on appelle le procès verbal, hein, qu'on appelle plus couramment le PV. Hein, le PV, à chaque fois quand vous entendez ça, donc c'est le procès verbal. Le procès verbal, c'est quoi? Donc c'est un document qui permet d'enregistrer le passé, hein. Donc c'est un document qui rend compte d'un événement qui s'est déroulé, n'est-ce pas? Mais ici, la différence entre le PV et le compte rendu et également le rapport, c'est que ici, dans ce document, hein, on ne met pas de jugement, il n'y a pas de jugement, on ne fait pas de propositions, on donne pas son jugement personnel, on donne pas également son point de vue personnel. Voilà, donc ici, le document est rédigé de façon neutre, c'est-à-dire il doit y avoir une certaine neutralité, hein. On doit pas donner son opinion, on ne doit pas interpréter, on ne doit pas donner de jugement. Voilà, on fait que raconter ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on appelle le PV, le procès verbal. On peut avoir plusieurs types de PV, hein. On peut avoir par exemple ce qu'on appelle des procès-verbaux de réunion, le procès verbal de réunion. Le procès verbal de réunion permet de rendre compte d'une réunion, hein, qui a eu lieu quelque part. Voilà, et donc d'archiver en quelque sorte, hein, entre guillemets, d'archiver en quelque sorte ce qui s'est passé, donc de le raconter, hein, dans un PV. Ou bien par exemple le procès verbal de constatation, hein. Ça aussi c'est un type de procès verbal qu'on peut rencontrer. Donc après avoir par exemple à l'occasion lors d'un événement ou bien lors d'une action qui doit aller en justice, ou en tout cas d'un événement qui s'est passé quelque part, hein, on va faire un procès verbal de constatation.